Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, cette nouvelle émission de l'Infotech. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas. Bonsoir à tous. Alors, que va-t-on parler aujourd'hui, mon cher Thomas? Alors aujourd'hui, on va commencer ce live par un petit résumé du keynote de Microsoft. Enfin, un petit. On abordera les nouveaux Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X ou 10, Jérémy confirmera, Surface Earbuds, Surface Neo et Surface Duo. Ça fait beaucoup d'appareils et je vous promets qu'il y en a vraiment des intéressants. Un peu d'économie, on va parler de la crypto-monnaie Libra qui est en péril, ainsi que le Canada qui souhaiterait taxer les géants du numérique, tout comme la France. Niveau hardware, Intel baisse enfin ses prix, mais franchement, vous allez voir, ça nous a un peu choqué. Le Ryzen 3900X qui est enfin là, AMD qui présente des Ryzen 3000 Pro, TSMC qui contre-attaque Global Foundries, j'ai envie de dire enfin. Un petit bilan sur l'adoption de la technologie RTX sur cette année qui vient de s'écouler, le futur vu par TSMC et le HTTP3 qui va enfin arriver. Après, côté smartphone, il n'y a pas de nouveauté en smartphone, mais on va vous parler de Altstore. Si vous connaissez un peu le monde du jailbreak sur iOS, c'est pas du jailbreak, mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant de mon point de vue. Du coup, Jérémy, la keynote. Alors, la keynote, eh bien, Microsoft a tout simplement annoncé énormément de nouvelles choses. Alors, il faut savoir que Microsoft a pas l'habitude de faire des keynotes, donc lorsqu'ils en font, c'est que ils jugent qu'il y a quand même assez de contenu et de quantité d'informations à donner. C'était le cas, on était largement servi. Donc la keynote a eu lieu cet après-midi de 16h à 17h, 18h, un truc comme ça. Ça a duré une heure, un peu plus d'une heure et demie. Donc, ils ont commencé par annoncer les Surface Laptop 3. Alors, jusque-là, rien d'incroyable, on s'y attendait. Sauf qu'il y a certaines rumeurs qui ont été confirmées. Bon, déjà, pour la première fois, elle existe en deux tailles. Donc vous avez la taille 13,5 pouces et 15 pouces. Donc vous avez une taille plus grande. Je sais plus elles étaient en combien avant les Surface Laptop. Je crois qu'elles étaient qu'en 13,5 du coup. J'ai pas, j'avoue, je sais pas. Laptop, je crois que c'était qu'en 13, oui. Faudrait confirmer l'information. Ouais, faudrait voir, hein. Du coup, il y a ça. Après, vous avez plein d'autres choses. Par exemple, on a aussi la version. Donc, on a la version 15 pouces. Alors, elles ont toutes de l'USB Type C maintenant. Ça, c'est enfin parce que jusqu'à là, on n'avait pas de port USB Type C sur les surfaces. Et du coup, eh bien, cette version-là, il y a la version 15 pouces qui tourne sur des processeurs AMD. Donc ce qu'on avait parlé la dernière fois, c'est totalement vrai. Mais c'est pas juste des Ryzen, c'est des Ryzen Surface Edition. Donc Microsoft a travaillé en collaboration avec AMD pour tout simplement faire des processeurs semi-custom adaptés aux surfaces. Et surtout, ces processeurs ont la partie graphique la plus puissante qui existe pour ce genre de produit. Donc c'est intéressant, même plus qu'intéressant du coup. Donc ouais, voilà, c'est on va dire que là, Microsoft est en train un peu de dire ok, AMD, c'est pas si mal. Et ouais, ça promet. Je pense qu'on va avoir d'autres choses. Alors, il y a d'autres news sur les autres surfaces, vous verrez, qui sont très intéressantes aussi. Mais globalement, on est resté là-dessus. Alors, tous les processeurs Intel qui sont utilisés dans la version 13,5 pouces seront les nouveaux, donc la 10e génération, normalement. Et du coup, vous avez un i5, vous avez les i5 et des i7, et 8 Go de RAM avec des i5 et 16 Go avec des i7. Voilà, vous avez la description un peu ici. Donc je sais pas, personnellement je trouve que c'est assez intéressant de voir que Microsoft commence à se tourner un peu vers AMD du coup. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est une super chose, qui commence à se tourner vers AMD parce que pour eux déjà, ça pourrait leur coûter un peu moins cher, je pense, que de travailler avec Intel pour des performances qui, on va pas se mentir, aujourd'hui seront supérieures. Après je suis un peu étonné qu'ils travaillent que pour la version 15 pouces, qui d'ailleurs est nouvelle, hein, c'est bien nouveau, le format 15 pouces Ouais. chez, Surface Laptop. Mais oui, maintenant à voir si pour les 13 pouces, sur la prochaine génération, ils adopteront AMD ou pas. J'ai envie de dire que c'est peut-être une, version d'essai parce que si tu regardes bien,
les 13 pouces coûtent plus cher que les 15 pouces en config maximale. C'est pas faux, c'est vrai. Donc c'est peut-être un test. Faudrait voir, ce que Microsoft nous réserve et moi je pense que ça part sur un partenariat, qui a du potentiel et qui a de l'avenir. OK. Bon, du coup, après, la Surface Laptop, qui était déjà une bonne annonce en soi, parce qu'on le fait qu'il y ait un 15 pouces montre aussi, enfin, le 15 pouces montre un petit peu, l'ambition de Microsoft de faire un petit peu plus de modèles, enfin, même si la Surface est quand même vachement large déjà, je trouve. Heu, on a ensuite, tout simplement, la Surface Pro 7. Donc c'est, celle qui succède à la Pro 6 et du coup, bah, côté nouveauté, en soi, c'est assez calme. On a de l'USB Type C toujours, ça y est, l'USB Type C, Microsoft a décidé enfin de l'intégrer. Et il y a aussi la batterie qui est censée être, enfin l'autonomie qui est censée être plus grosse. Et donc une journée de travail à peu près. Et également, normalement, ils auront les processeurs de 10e génération. Bon, jusque-là, rien d'incroyable. Alors, je sais plus, je crois pas que c'est celle-là. Mais normalement, il y a. Alors, si c'est celle-là, normalement, c'est bien qu'ils n'en parlent pas. Normalement, alors, les surfaces devraient avoir la charge rapide de 80% en 1 heure, il me semble. Donc voilà. Même les surfaces y passent. Comme quoi, ce n'est pas que les téléphones. Ouais, bah, Qu'est-ce que c'est un tu en besoin, penses? croissant, hein. Je pense que, bah, c'est un produit qui a déjà fait ses preuves. Après, c'est juste, une mise à jour, des specs. Ouais, Du coup, voilà, il y a pas grand chose à en dire. Ils passent sur la dernière génération de processeurs, peut-être ils ont repensé la RAM, repensé les modules, SSD, mais globalement, ça reste, le même produit en juste plus récent. totalement d'accord. Ouais. Alors, Par contre, on tu vas peut-être continue me parler ensuite. du Pro X10? Ah, Je ne sais alors, pas. le Surface Pro X, alors, à vrai dire, j'ai pas eu le temps de regarder la rediffusion du live, parce que j'étais en cours et tout, donc voilà. Mais je sais pas si c'est Pro X ou Pro 10. Moi, je suis plus dans l'optique que c'est Pro 10. Mais bon, après, j'en sais rien. Microsoft aime bien la lettre X aussi, du coup, j'en sais rien. Mais bon, on va partir du principe que c'est Surface Pro 10, voilà, puis on verra plus tard. Donc, c'est une tablette, enfin, c'est une Surface au final, mais elle a la particularité de tourner non pas sur un processeur Intel, non pas sur un processeur AMD, mais sur un processeur Qualcomm. Donc, Microsoft a développé leur propre processeur, tout simplement, en partenariat avec Qualcomm, hein, bien sûr. Et du coup, eh bien, bah, ça montre en fait qu'on arrive enfin à ce qu'on parle depuis un moment, en fait, avec Thomas surtout, des fameuses puces ARM sur les ordi, tout simplement. Euh, on n'a pas trop d'infos sur ce processeur, on sait pas trop ce qu'il a dedans, on sait qu'il a une partie graphique, qui a 2 teraflops dessus, mais à part ça, il y a très peu d'infos, on sait même pas s'il y a le Wi-Fi 6 de supporté, on sait juste que cette puce ressemble énormément au Snapdragon 8 CX, donc du coup, voilà, Toute donc dernière génération, le tout dernier Snapdragon. ouais, ce processeur c'est tout simplement le Microsoft SQ1. Ça me fait vraiment penser à Apple qui a les leurs, du coup, avec les. Ah, c'est la 13 du coup? La 12? La 13? Je sais plus. Actuellement, on est sur la 13. Ok, la 13 qui est sortie récemment. Donc voilà, ça me fait penser à la même chose. Genre, La 12. ils Je sais plus. développent. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que du coup, on sent que. Enfin, moi j'ai l'impression que les constructeurs veulent de plus en plus tout gérer, même que ce soit Apple, mais Apple on le sait déjà depuis un moment, mais genre de savoir tout de A à Z, de vraiment faire le processeur jusque vraiment tout, et plus dépendre des autres en fait. C'est assez intéressant, enfin pour l'instant ils dépendent toujours de Qualcomm ça, mais des autres, par exemple, utiliser Intel, vous dépendez d'Intel, vous dépendez en plus d'autres trucs, donc ouais, c'est assez... Oui, oui, bah, c'est des pas en avant qui sont franchis tout doucement, en informatique. Ça a été surtout le mobile. Maintenant, les PC, sous ARM, ont déjà commencé à faire leurs preuves. Que Microsoft en propose un, vraiment par eux-mêmes, ça prouve que le produit est pas du tout voué à l'échec, je pense et qu'il y a de toute façon, il y a de la demande, c'est l'avenir parce que ça consomme moins que du X86,
même, que ce soit gravé, en n'importe quelle finesse de gravure, ça consomme moins et c'est plus puissant. Après, c'est des questions d'optimisation. Logiciellement parlant, Microsoft travaille comme des oufs pour le faire. On sait que Apple travaille pour le faire aussi. Du coup, moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Après, ça va être à tous nos logiciels habituels de suivre. Je pense notamment à la suite Adobe, qui est extrêmement utilisée, par beaucoup de monde dans le milieu professionnel et si Adobe met à jour ses logiciels pour ARM, c'en est fini de la plateforme x86. Ouais, bah Il restera les jeux après, vid il restera les jeux ouais, vidéo il bien sûr, restera les mais jeux, c'est ça le truc. Mais après, ça il y va a un être truc plus lent dans les jeux vidéo, voilà. il y a un truc intéressant avec tout ça aussi, c'est que oui, ça consomme moins. Et comme tu l'as dit, le truc c'est que par exemple, oui, tu l'as dit aussi, Microsoft travaille énormément sur le développement logiciel et notamment Windows, qui est genre a une version qui tourne même très bien sur tout ce qui est ARM. Donc en vrai, c'était prévisible dans le sens où sinon ils auraient pas fait ça dans le vide. Du coup, c'était Et qui est prévisible. capable aujourd'hui d'exécuter des applications qui sont à la base, fait pour x86 via émulation. Du coup, on a un peu de perte de perf pour, ces logiciels, mais ça se développe. Moi, je pense que les développeurs, ils vont suivre la marche et un jour, il y aura x86 n'aura plus de raison d'être et on passera totalement sur des puces ARM et On voilà. n'y est pas encore, simplement. Mais ça Euh, approche beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait penser, hein. on verra bien. Seul l'avenir nous le Après, dira. pour rappeler, Microsoft, la première version de Windows ARM, c'était, Windows RT, qui était une version parallèle à Windows 8. Donc la première version de Windows 8, je vous laisse, chercher, de quand date Windows 8, mais ça commence à dater et du coup, ils ont largement eu le temps de travailler là-dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, une autre chose que j'ai oublié de préciser sur toutes les surfaces, elles sont beaucoup plus réparables. Vous pouvez... Alors, la Surface Pro 10, j'en sais rien. Enfin, je sais pas trop, ça n'a pas été trop précisé. En revanche, les deux autres, qui sont la Surface Pro 7 et la Surface Laptop 3, vous pouvez facilement remplacer et changer le système de stockage au cas où vous le mettez plus gros. Et vous pouvez aussi... ils sont beaucoup plus facilement réparables par des réparateurs professionnels, mais ils sont quand même plus réparables. Donc, ouais, il y a encore un petit peu le développement durable aussi qui est passé par là. Et c'est bien parce que c'était un gros défaut, même des tablettes d'ailleurs, parce que ouais, les surfaces à la base c'était des tablettes, de pas être, surtout l'unité de stockage qui est pas du tout amovible. Là, c'est cool de pouvoir l'enlever. Enfin, je trouve. Mais bon. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Oui, oui, c'est un gros souci chez beaucoup de constructeurs. Chez Apple, je ça va, il va falloir un peu de temps pour que ça arrive. Après, ils sont premiers sur d'autres fronts, mais sur ce point-là, ils ont du retard. Microsoft fait un énorme effort là-dessus et je pense que c'est vraiment important de le noter parce que, la longévité des produits, elle est quand même vachement, augmentée si on peut upgrade un peu les composants, d'ici quelques années. Donc ouais. pour moi, c'est important. Puis ça veut Alors dire aussi justement, qu'on peut plus facilement enlever les composants, démonter la machine et pour la recycler aussi. ouais. Et du coup, effectivement, la Surface Pro 10, c'est justement le propose. Voilà, la photo est devant vous. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est Surface, les tablettes. Parce que en fait, Microsoft Surface, c'est plus uniquement des tablettes. Microsoft a également annoncé ses Surface Earbuds. Voilà. Alors c'est directement voué à faire concurrence aux AirPods, tout simplement. Du coup, eh bien, elles sont assez intéressants pour le coup. Alors, un peu cher, je trouve, mais intéressant. Donc, ces Earbuds, c'est tout simplement des concurrents directs à Apple AirPods et Galaxy Buds. Et en gros, vous Et pouvez... pas Donc, que, et pas que. Ouais, je parce que sais. Galaxy Buds, ils sont loin d'être, aussi vendus que d'autres marques. Bah écoute, c'est les principaux en tout cas qui visent, je pense. Enfin, on verra. Bref, toute cette catégorie des écouteurs true wireless, c'est-à-dire pas ceux juste sans fil mais qui sont reliés avec un câble entre les deux, vraiment indépendants l'un l'autre. Du coup, ces earbuds sont annoncés avec 24 heures d'autonomie.
intéressant. Et ils ont une surface tactile pour les contrôles audio. Donc c'est assez intéressant. Ils fonctionnent aussi bien sous iOS qu'Android. Et surtout, ils peuvent interagir avec la suite Office. Et là, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, En fait, vous pouvez tout simplement parler et il va tout simplement écrire sur Office, enfin sur Word, Excel, enfin dans la suite Office, écrire ce que vous avez besoin. Il peut également traduire en temps réel ce que vous dites, en la langue que vous avez choisie. Donc, assez intéressant. Comme j'ai dit, c'est un peu cher, 249 $. Je pense qu'on va être à peu près à 200 euros. Je sais pas. Mais je les trouve un peu cher par contre. Mais intéressant de voir que Microsoft s'y met aussi. C'est cool. Parce qu'en vrai, des bons écouteurs True Wireless, il y en a pas tant que ça en vrai. Il y en a une dizaine peut-être. Donc ouais. Aujourd'hui, il y en a bien plus que ça, hein, déjà rien Des- que Sony propose 3 ou 4 modèles, Bose qui aussi a quelques modèles déjà, sous le pied. Après, il y a les AirPods qui sont largement dominants dans le domaine. Les Galaxy Buds, la version actuelle, c'est la troisième version déjà, Mais donc après, je ça parle avance pas genre mal des vite. marques. Des marques. Après, là, c'est plus. Des très, très connus, on a Apple, Samsung, Divacor, Sony, Jabra, je crois ils en font. Ouais, mais Après je tu serais vois, incapable de tous les citer. ça en fait une dizaine, pas plus. Genre, ça va, c'est pas non plus un Ah marché. mais si on rajoute toutes les marques, peu connues qui vendent des modèles pas chers, très cheap de mauvaise qualité, mais bon, Oui, mais c'est ça que je c'est parle. ça. Il y a Je des te parle centaines de des marques bons. déjà. Je te parle des bons. Pas des cheap, mauvaise qualité, etc. Vraiment des. Pour moi, ça, c'est du haut de gamme, les earbuds. Comme Oui. les. C'est ça que je parle. C'est des hauts de gamme, pas des milieux ou bas de gamme, selon les compte pas. Je parle vraiment des Sinon, bons. ça me fait rire que tu les compares, aux AirPods. J'ai pas l'impression, niveau fonctionnalité de tout ce qu'ils proposent, que ce soit des concurrents aux AirPods ou même aux Samsung Galaxy Buds. Je le vois plus comme un concurrent aux Pixel Buds de Google, qui eux ne sont pas trop wireless, mais déjà niveau design, ils se ressemblent beaucoup plus et niveau fonctionnalité, les écouteurs de Google, il y a quand même Google Traduction en instantané. Heu et pas mal une intégration de Google Assistant très, très avancée. Je les vois plus du coup face aux Pixel Buds, niveau logiciel je parle. Bah après, tu peux passer les musiques, tu peux faire tout ça, hein, classique. Genre ça, Ouais, mais ça avec tu n'importe peux quel faire. écouteur en fait, maintenant tu le peux quand ils sont un peu évolués. Ouais. Bah après, je sais pas vraiment ce qu'il y a de différent avec les AirPods, mais je sais pas de logiciellement parlant ce que tu parles. Genre t'as Google Assistant quand même, t'as tout ça. Genre y a pas de. Enfin Google Assistant. Ah oui, Ouais, mais y c'est a même via pas le ça. téléphone. T'as Cortana, je suis débile. Mais non, Cortana c'est fini. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, même si moi personnellement ce milieu-là, comme pouvez le voir, c'est pas vraiment un truc que je connais parfaitement. Intéressant que Microsoft lance les leurs tout simplement. À voir ce que ça donnera, tout simplement. Ensuite, on continue. Alors, normalement, Microsoft, on savait à peu près ces quatre choses. Simplement, ils ont fait One More Things, c'est-à-dire une chose bonus. Alors, il y en a eu deux en réalité. La première, qui est pas forcément une petite chose, c'est tout simplement la Surface Neo. Alors, c'est un ordinateur avec deux écrans, un clavier, et du coup, ce serait techniquement une révolution. Pourquoi? En fait, cet ordinateur, entre guillemets, je sais même pas comment on pourrait le qualifier au final, parce que il est genre c'est difficile en vrai de dire que c'est un Lenovo PC. et Asus sont déjà des modèles à 2 écrans. Ouais, mais je veux dire, celui-là, en fait, vous avez tout simplement deux écrans, vous pouvez retourner, tu sais, comme une tablette, bon, ça c'est classique. Et surtout, vous avez un clavier que vous pouvez remettre par-dessus, et du coup, c'est détecté, du coup, vous avez l'écran qui s'adapte du bas, et vous pouvez l'utiliser comme un vrai PC portable, vous pouvez l'utiliser comme une tablette, vous pouvez l'utiliser comme un PC à double écran, enfin, il y a moyen de faire des choses intéressantes. On peut voir, il y a pas mal d'exemples qui sont montrés. Et c'est ce que Microsoft voit pour l'avenir de ses surfaces, du coup. Euh, Après, il n'y a pas eu de prix, il y a pas eu enfin, la date de sortie, c'est hiver 2020, c'est pas pour tout de suite. Mais intéressant, on va voir un petit peu ces concepts, enfin, même si ça va devenir un vrai produit. Et ouais, je trouve ça assez sympa. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de Je ça. pense que ça a du potentiel pour des gens qui ont des besoins créatifs ou même des développeurs. Ça peut être très pratique d'avoir, une machine à double écran pour pouvoir afficher, plus de fenêtres, plus d'applications en même temps. C'est quand même le principe aujourd'hui des ordinateurs. C'est pour ça que les ordinateurs ont encore un public si important par rapport aux tablettes.
C'est pour, leur côté, beaucoup plus multitâche. Du coup, je pense que c'est vraiment cool de d'avoir 2 écrans, surtout que là, bon, il y a le clavier qui est fourni avec, qui peut se rabattre, au-dessus d'un des écrans et en cacher une partie, mais pas que. On pourrait penser, mettre un clavier un peu plus déporté. Même je pense il s'enlève totalement le clavier là, non? C'est pas précisé, en fait, je crois. Il y a une photo où on a l'impression que C'est qu'il un peut clavier s'utiliser à magnétique part. en tout ça. Mais Mais, c'est peut-être, ouais. vraiment, Ouais, moi oui, je moi si, je trouve que si, c'est il se démonte, ouais. il y a un côté, vachement intéressant à ça de d'avoir vraiment 2 écrans pour améliorer la productivité. Après, je pense que ça va être un peu cher quand on voit aujourd'hui le prototype le plus avancé, enfin le prototype non, le produit commercialisé le plus avancé, c'est un Asus et d'ailleurs le deuxième écran est au-dessus du clavier. Alors le clavier, enfin l'écran du coup est beaucoup moins grand, Ouais, le second écran que ce que propose ici, ça ressemble ce plus Surface Neo. à ce que vous voyez que sur le live, là, ça ressemble plus à ça, en fait. C'est genre, vous avez juste une petite barre en haut, enfin, une dalle en haut, alors que là, en fait, ça peut se transformer, justement. Le clavier là, il est pas Ouais, forcément voilà. là. Du coup, ce produit a l'air vraiment intéressant. Hem, la seule chose qui me chagrine un peu, c'est que je sais pas si tu as vraiment regardé tous les détails, mais c'est 2 écrans de 9 pouces Ouais. et ça, c'est petit. Maintenant, ce qui c'est pas à exclure et c'est vraiment ça commencerait à être, ultra intéressant, ce serait d'avoir 2 écrans de 13 pouces, voire même 15 pouces. Mais, voir une version 13 pou enfin, une version à double écran 13 pouces, ce serait vraiment, ultra intéressant et ultra pratique. Parce que là, ça reste, une tablette au final. Après, on sait, ouais, après, peut-être la taille va être retravaillée, genre, c'est pour quand même fin d'année prochaine, c'est dans un an. Mais Non, non, voilà. début d'année prochaine. Moi, j'ai vu hiver 2020. Hiver 2020, ouais, mais hiver 2020, ça veut dire que ça sort, janvier, février ou mars. Sa date de sortie, pour l'instant, établie à l'hiver 2020. Oui, janvier, février ou mars. Ouais. On considère jamais Ah, décembre comme, hiver. ok. En même temps, l'hiver, c'est un peu le 21 décembre, si je dois te rappeler. On verra bien. En tout cas, intéressant. Et surtout, il y aura Windows 10 X qui est. Bon, ils en ont un peu parlé, mais je vais pas revenir trop dessus. Qui est une version de Windows 10 adaptée à tout ça. Un peu plus légère, etc. Bon, c'est optimisé aussi pour le double écran, etc. Bon. On en reparlera en temps voulu parce que c'est un peu plus technique, on va dire. Bon, ensuite, après cette Surface Neo, ça fait ah, mais attendez, on a un autre One More Thing. Et c'est simplement la Surface Duo. Alors ça, ça reprend les principes du Neo avec le double écran qui se plie, etc. Sauf que là, on parle d'un téléphone. Il sera commercialisé en fin d'année 2020, celui-là. Et tout simplement, bah, vous pouvez le plier. Alors c'est une charnière, c'est pas comme le Galaxy Fold ou le Mate X, c'est-à-dire que c'est pas un écran qui se plie, c'est genre il y a une charnière, on voit la séparation au milieu. Mais du coup, alors ça a été développé en partenariat avec Google, donc vous avez tous les services Google, hein, voilà. Et du coup, bah en vrai, pas mal. Alors j'ai un peu du mal avec la forme, je trouve que c'est vachement large et enfin genre ça se rapproche plus d'un carré plus que d'un rectangle. Je parle quand il est refermé sur lui-même. Je sais pas, j'ai un peu du mal. Ça ressemble à une mini tablette en fait quand il est refermé. Vraiment une micro tablette, je sais pas. Ou alors Ouais, c'est c'est un peu peut-être les l'impression que vendeurs. j'ai. Mais après, en revanche, pour le multitâche et tout, ça peut être très cool. Et bah, hâte de voir ce que ça donnera, personnellement. Ouais, moi, ça m'intrigue, de voir ce que ça donnera, surtout qu'il est prévu pour fin 2020 et que du coup, on sait que Huawei, Samsung et même, Xiaomi, ont Ouais. beaucoup d'avance, là-dedans et je pensais que Microsoft abandonnerait totalement le smartphone, mais apparemment, ils s'accrochent encore un peu. Après, Après, je sais ils pas ce que tu essayent, en hein. penses, mais il est quand même assez spécial. Je suis pas sûr que ça soit commercialement parlant, que ça soit une très bonne réussite. Bah, Techniquement parlant, c'est cool. Commercialement parlant, ça va être compliqué pour eux. après, faut vraiment en avoir l'usage. C'est-à-dire que, selon moi, on peut pas l'utiliser en tant que
téléphone principal. Sur moi, genre par exemple téléphone professionnel, quand on doit être en conversation vidéo, etc., avec autre chose à côté ou j'en sais rien. Pourquoi pas, il y a certainement un public, mais c'est sûr que, enfin, personnellement, moi, j'aurais pas l'intérêt d'avoir ça, hein. Mais ouais. Bah, on va voir comment ils nous le vendent. Ouais, faut voir, faut voir. Mais bref, en Après, tout c'est vrai cas, qu'il y avait des rumeurs de smartphones Surface, mais déjà l'année dernière, et c'est pour ça que je suis un peu étonné qu'ils aient pas fait un smartphone plus classique en premier avant de faire ça. Ou alors ils en gardent un sous le pied pour plus tard, mais on bon. sait pas, ouais. Après, vu que c'est fin de l'année prochaine, il y aura probablement d'autres annonces entre-temps. Je pense justement à genre peut-être dans un an, à la même période. Donc on verra bien. Un truc aussi à savoir, c'est que sur ça, vous avez préinstallé OneNote et Edge. Voilà, parce que forcément Microsoft met un petit peu ses logiciels. Bon voilà, après je pense que c'est Ouais, désinstallable, normal. donc voilà. Jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce résumé qui était quand même assez long de la keynote de Microsoft. En tout cas, il y avait des choses très intéressantes, mine de rien, notamment la puce custom d'AMD, la puce custom de Microsoft en ARM. Les surfaces sont quand même assez cool. Il y a maintenant du 15 pouces. On verra ce que ça donnera dans le futur, mais personnellement, je m'attendais pas à autant d'annonces en vrai. Euh, donc, ouais, j'ai hâte de voir quand ça sortira, les premiers tests, etc. Il y a eu quelques prises en main, je crois, déjà sur certains médias, mais voilà, j'attends que ça se démocratise un peu. Surtout qu'il y a quelques trucs qui doivent. Alors, les surfaces classiques doivent sortir pour la fin de l'année. Et donc voilà, intéressant. Tout ça, bonne conférence. On passe à toute autre chose, et c'est Thomas qui va nous parler de Libra. On vous en avait parlé il y a quelques temps. Eh bien, c'est fragilisé. Voilà, tout simplement. Oui, Libra qui, enchaîne, les mauvaises nouvelles actuellement. Donc pour remettre rapidement en contexte, Libra, c'est une crypto-monnaie créée par Facebook, heu et pour, on va dire rassurer, les gens du sérieux de la chose, ils avaient lancé une association pour regrouper, 28 acteurs à la base. Ces 28 acteurs qui devaient travailler en collaboration et gérer Libra à la place de Facebook, j'ai envie de dire, à égalité avec Facebook plutôt. Ce qui fait que, Facebook aurait eu moins la main mise dessus, ce qui personnellement, je trouve que c'était une bonne chose. Mais après le retrait, enfin l'annonce du gouvernement français et même de certains autres gouvernements de, ne pas travailler avec Libra, de ne pas autoriser Libra à circuler librement, heu, certains acteurs ont été un peu, déstabilisés et commencent à quitter le navire tout doucement. C'est déjà le cas de Visa et Mastercard, qui à la base faisaient partie du consortium. Visa et Mastercard qui sont quand même 2 groupes, 2 très gros groupes de services bancaires, au niveau des cartes bleues, pour être un peu plus précis. Ouais. Et voilà, ça met un gros coup à Libra qui en plus, le consortium devait se réunir dans pas très, très longtemps pour discuter un peu de l'avenir, parce que le lancement est prévu quand même pour 2020, début 2020 je crois même, sur un portefeuille qui s'appelle Calibra. Et il devait être très, très bien intégré sur, Messenger et WhatsApp. Du coup, bon, on verra comment ça évolue. C'est vrai que par rapport à d'autres, cryptomonnaies, Libra, le fait que ça enfin, il est très sérieux dans le sens où, c'est la 1re fois qu'une cryptomonnaie est autant soutenue par des gros groupes. Enfin, autant soutenue. Apparemment, c'est peut-être que du vent, on verra bien. Mais ouais, et d'un autre côté, le fait que ça soit créé par Facebook, hem Facebook ne fait rien si derrière il en tirera pas des bénéfices. Du coup, moi, c'est un peu le côté libre des cryptomonnaies qui n'est plus si libre que ça. Après, ce sera comme tout, faut que ça se privatise un jour, il y a du contrôle qui se met forcément. Mais voilà, le retrait de Visa et de Mastercard du projet, ça va être un gros souci pour eux. Ça leur fait perdre de la crédibilité. Du coup, bah, ouais, on va vraiment voir à l'avenir. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy? Ben, en sachant qu'il y avait 28 partenaires fondateurs, dont faisait partie Visa et Mastercard, hein, du coup, le truc c'est qu'ils doivent se réunir le 14 octobre, donc on en saura certainement plus à ce moment-là. Mais ça va peut-être inciter à d'autres partenaires, voyant un peu le truc tourner, et voyant Visa et Mastercard avoir emboîté le pas, de faire la même chose.
Ce qui est pas forcément une bonne chose. Après, tout dépend des objectifs et de pourquoi ils sont engagés là-dedans. Je sais pas pourquoi Visa et Mastercard a été, on va dire, engagé dans Bah, Libra. Facebook leur a proposé, ils ont dit OK. Ouais, mais je veux dire, et qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner, qu'est-ce qu'ils avaient à perdre, il y a tout ça aussi. Genre, là, s'ils ont quitté, c'est qu'ils avaient jugé qu'ils ont plus rien à y gagner. Peut-être sur leur image de marque, peut-être sur, je sais pas, le côté financier. Bah, je Aucune rappelle que idée. plusieurs États sont en train de se désengager du projet. Heu, il y a une je crois un tiers, voire même la moitié des États américains qui sont défavorables à Libra. Du coup, Libra commence à perdre un peu, à En perdre tous ses intérêt. soutiens et je pense que pour des groupes comme Visa et Mastercard qui sont quand même, assez proches de l'État, ils ont pas le choix, pour ce qu'ils font. Le fait que les États se désengagent du projet, pour eux, c'est un frein. C'est pas comme d'autres, sociétés comme, Iliad, Coinbase, même Spotify qui font partie du consortium, ils ont ri j'ai pas envie de dire rien à perdre, mais ni rien à gagner, genre c'est un peu des 2 tu vois? Ils vont Ouais, je recevoir vois. ils vont accepter les paiements en Libra. C'était un peu ça le but. Donc pour eux, ça reste une façon un moyen de paiement, pourquoi Libra et pas le Bitcoin ou l'Ethereum qui sont quand même, les cryptomonnaies de référence? Parce que Libra a l'air plus sérieux. Après je rappelle aussi, que Libra devait être, basé, en partie sur l'euro par exemple. Bah, au final, Libra ne sera pas basé sur l'euro, il sera basé à 50 sur le Bitcoin et à 50 sur le dollar. Ça a mis un coup, à l'Union européenne, déjà, niveau sérieux du projet, sachant que la plupart des entreprises que je cite sont basées en Europe. Il faut aussi voir Ouais. ça, Spotify, c'est suédois, Coinbase, c'était basé à Londres, c'est en train de déménager en Allemagne, à cause du Brexit. Hem, mais voilà, Le fameux. PayPal, Oui, c'est un non, groupe c'est sûr, international, ouais. mais il y a quand même une grosse antenne, basée à Francfort. Heu, voilà, Iliad, c'est un très, très grand groupe français. Je pense que, Libra est en train de s'en prendre plein la tête Bah, et on verra, hein, tout bah, on simplement. verra bien comment ça évolue. Là-dessus, on pourra pas prédire l'avenir, parce que là, pour le coup, c'est assez incertain. Mais on verra. On saura le 14 octobre si ça bouge encore au niveau avec la réunion qui est prévue. Toujours dans l'économie, on va parler un petit peu de taxes. Vous savez qu'en France, on a taxé les géants du numérique à hauteur de 3%. Eh bien, Justin Trudeau, qui est le Premier ministre canadien, veut suivre tout simplement l'exemple français, entre guillemets l'exemple français. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Et du coup, bah, Thomas, qu'est-ce qu'on a appris à propos de ça? Alors Justin Trudeau qui, est en train de commencer sa campagne, pour, se faire réélire si, bien sûr les Canadiens suivent, lors des élections du 21 octobre, donc au Canada. Il a dit que l'une de ses premières mesures, serait d'instaurer une taxe similaire à la taxe GAFA qu'il y a en France pour taxer les géants du numérique. Parce que, ceux-ci, vendent énormément de choses dans tous les pays du monde sans, payer les taxes qui sont en vigueur dans ce pays. On pense, tous les services, par exemple les services, d'Apple, pas les produits, physiques, mais les services. Quand vous payez un abonnement, Apple, il prend tout, il paye zéro d'impôt parce que c'est totalement dématérialisé et c'est comme si tu avais acheté à l'étranger. Et un achat à l'étranger, bah, tu payes pas les taxes dessus, que je sache. Enfin, tu payes les taxes étrangères, tu payes pas les taxes de ton pays. Ouais. Pour le coup, vu que c'est même pas non plus les États-Unis, pour les sociétés américaines qui récupèrent les taxes, bah, la France, elle a décidé de commencer à taxer. D'ailleurs, la France qui est au G7 de Biarritz, qui a eu lieu il y a pas très, très longtemps, a avoué que, la taxe GAFA, ce serait une taxe, temporaire parce que, l'OCDE, donc l'Organisation de coopération de développement économique, en Europe, souhaite instaurer une taxe européenne
une taxe commune, on va dire, à tous les pays d'Europe sur les GAFA. Et du coup, bah, la taxe GAFA française serait remplacée par ça. Et moi, je trouve que c'est normal que le Canada s'intéresse au fait de suivre le mouvement. Il y a que les États-Unis qui sont pas contents parce que la plupart des sociétés visées sont américaines. On pense à Google, à Apple, à Microsoft même, qui vendent un peu de services, à Adobe. Ouais, Toutes ces Adobe, ouais. sociétés qui vendent des trucs dématérialisés, des services, heu, des serveurs Amazon, par exemple, Ouais, pour les Amazon, ouais, on professionnels. entend parler Peu de d'Amazon, gens en ouais. pensent, y Fa- pensent, mais voilà. Facebook C'est aussi. Je sais Facebook. pas ce qu'ils vendent comme Enfin ça. bref, Si, les pubs, tous ouais. ah si, ils vendent des pubs. Ouais. Voilà, donc toutes ces sociétés qui font beaucoup d'argent, sans jamais, donner la petite participation, aux États, qui bénéficient de beaucoup trop d'avantages. J'ai envie de dire, sans ça, ils seraient pas où ils sont aujourd'hui, mais un jour, faut un peu participer à la vie de l'État, Des surtout États, dans un en pays comme la l'occurrence. France où, on en a besoin. On en a plus que besoin, mais c'est pas... Non mais voilà, on est un pays, socialiste, du coup, c'est les impôts sont très, très importants. Si, tout le monde commence à vendre des trucs sans payer les taxes, bah, le système va couler, en fait. Et on n'aura Ouais. plus d'argent pour, continuer à acheter les produits. Donc faut les entreprises, d'un côté, il faut qu'elles acceptent aussi la situation parce que pour l'instant, les entreprises sont pas contentes, le gouvernement est pas content, le gouvernement américain n'est pas content. Mais voilà, heu, le fait que le Canada que monsieur Trudeau souhaite, que le Canada suive cette voie, ce sera très intéressant pour nous parce que même, au niveau européen, si le Canada nous suit, ça veut dire que ils jugent qu'on a raison de faire ça. Et Ouais. si le Canada juge qu'on a raison de faire ça, les Américains, le Canada, c'est pas un petit pays, tu vois? C'est assez important, effectivement. Du coup, monsieur Trump, il va un peu, arrêter de râler et accepter, la situation. Même Ouais, s'il veut que son pays soit le plus beau, le plus fort, un jour, faut payer. et puis, à titre d'info, je sais pas si c'est rentré, ça, le taxe sur les vins français, du coup. La C'était, taxe de quoi? il voulait faire une... en Taxer contrepartie de la les vins. taxe GAFA, ouais, il va aller taxer les vins. Est-ce que c'est passé, Heu, ça? je ne sais pas si c'est passé, ce serait intéressant de regarder. Je suis pas Ouais, je sais 100 sûr plus. quand même parce qu'il dit beaucoup de choses, sans le faire. Ouais. Après on taxe les GAFA actuellement. Oh, Du les coup, je GAFAM, pense d'ailleurs, que parce que on depuis dit le 1er GAFA, septembre. mais on oublie souvent le M à la fin, qui est Microsoft. Du coup, c'est plutôt GAFAM. Du coup, pour ceux qui veulent savoir, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, du coup. Oui, après je dis GAFA, tu peux dire GAFAM, tu pourrais même, faire, encore allonger, le sigle parce que, ça regroupe pas que ces 4 ou 5 Oui, sociétés selon l'acronyme que tu prends, c'est les mais 5 les plus grosses. Les 5. ça englobe, une cinquantaine de sociétés Ouais, qui bah sont après, c'est cercle majoritairement majoritaire. américaines. Ouais. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, le Canada qui veut suivre l'exemple français au final. Donc, j'ai pas Voilà. grand chose à rajouter, quoi. C'est tout simplement ça. On va passer à la suite sur la partie hardware. On Et a dit que oui. Intel a baissé ses prix. Bah, toi qui t'intéresses beaucoup à ça, Jérémy, tu vas pouvoir, nous en dire un peu plus là-dessus. Alors effectivement, on parlait un petit peu des 10e générations, qui allaient certainement être hors de prix et tout, parce qu'on est habitué à Intel. Ben, il faut se dire que on a peut-être eu tort. Alors, ils sont toujours chers, par rapport à AMD surtout, mais beaucoup moins. Alors Intel a annoncé quelques prix de certains processeurs, les processeurs haut de gamme notamment. Donc, on parle évidemment de Cascade Lake X, qui est un refresh du Coffee Lake, je crois. Enfin bref, c'est Un un refresh, similaire. du refresh, du Ouais. refresh, il y a pas eu beaucoup d'évolution depuis quelques temps là. Ouais, c'est du 14 nanomètres plus 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 plus. Voilà, vous en mettez autant que vous voulez derrière. Et du coup, eh bien, on en a parlé un petit peu de la 10e génération. Et donc là, on commence à avoir quelques prix qui sortent. Donc, pourquoi ça a baissé? Vous avez tout simplement le i9 9980XE, qui est donc un 18 cœurs 36 threads, qui tourne à 3,4, 4,5, qui était vendu 1979 $. C'est
énorme. Genre, je sais même pas comment on peut vendre. À ce prix-là, on a un. Je sais même pas si AMD vend aussi haut. Je sais même pas si les Threadripper ils montent aussi haut. Vraiment. Mais bref, honnêtement, enfin, je veux dire, c'est juste abusé. Eh bien, la 10e génération, qui est le 10980 XE, qui est donc le digne successeur, a exactement le même spec, il monte juste un peu plus haut en boost. Il est vendu 1000 $ de moins. C'est incroyable dans le sens où on voit que Intel se faisait une marge. Parce que, genre, ils peuvent pas vendre à perte, c'est pas possible. S'ils arrivent à descendre de 1000 $ le prix du processeur, c'est que. Enfin, je sais pas, ils ont fait quelque chose. Enfin, il y a forcément qu'ils se faisaient une marche colossale. Donc, intéressant parce qu'on voit enfin qu'Intel baisse ses prix. Intéressant parce qu'on voit aussi que tous ceux qui achetaient Intel se faisaient douiller jusqu'à présent, mais on le savait parce que quand on voyait les prix d'AMD, on se disait AMD doit se faire une marche quand même. Donc Intel, c'est la marche qui va se faire, sont colossales. Surtout qu'il y a. Alors je sais pas si produire du 7 nanomètres en l'occurrence ça coûte plus cher, mais bon voilà, Intel je pense qu'ils ont peut-être un peu moins de frais de production, surtout que c'est des refresh, de refresh, de refresh, donc ils ont moins de travail sur tout ce qui est développement d'architecture. Voilà, et surtout qu'ils restent sur du 14 nanomètres. Mais voilà, à voir. Après, ils ont tout à y gagner dans le sens où s'ils restaient avec des prix, des tarifs actuels, ils auraient encore continué à perdre des parts de marché. Et un titre d'information aussi, AMD a mangé des parts de marché assez grosses sur tout ce qui est serveur. Alors, on parle de l'ordre de, je crois, c'est 3-4%. Mais à titre d'info, ils étaient à 0% quasiment il y a 2 ans. Donc ils sont en train d'arriver. Là, c'est le temps que les entreprises changent leur serveur. Donc, Ouais, c'est ce que ouais, je disais là, c'est ce que je racontais un peu la semaine dernière. Du coup, on a déjà des chiffres qui commencent à confirmer ce que je disais et qui euh, nous donnent une tendance qui nous dit clairement que dans le monde des serveurs, Intel va commencer à perdre beaucoup. Intel qui au final perd vraiment beaucoup. Microsoft est en train de développer avec AMD des processeurs pour les surfaces. On verra à la prochaine gen, mais si ça se trouve, il n'y aura plus du tout d'Intel. Euh, ils ont perdu d'énormes parts sur le gaming, même dans les processeurs tout court. Ils ont perdu les parts dans les serveurs, sont en train d'en perdre. Ils vont probablement finir par les perdre chez Apple, parce qu'Apple va forcément un jour les quitter. Apple Euh, travaille vraiment très activement à pouvoir faire tourner faire tourner macOS en ARM. Du coup, je pense que ça va être, un peu comme Microsoft et Windows. Ils vont passer en full ARM et puis bye bye, hein. Apple ouais, continuera à travailler avec TSMC et sera globalement à peu près les mêmes processeurs, dans les smartphones et iPad, dans les iPhones et iPad que dans les Mac. ouais. Il y Et a, il y bye a bye ça. Intel et bye bye le X86. Ouais. C'est pour ça, je pense qu'Intel est ceci à se faire, parce que là, vraiment. Alors, en plus, alors, sur les consoles, c'est AMD, c'est même pas Intel. Mais je crois que Ça a ça a jamais toujours été été. Intel. Ouais, ça a toujours été AMD. Mais genre, ils auraient pu un jour se poser la question, mais je crois que c'est tellement pas intéressant d'être chez Intel qu'ils préfèrent acheter chez AMD. Et puis, en vrai, il reste plus grand chose. Ils ont encore quelques parts sur les PC portables, même si on l'a vu avec les laptops, enfin les surfaces, etc. Et AMD qui a sorti son 7 nanomètres, etc. Je pense que c'est une histoire des constructeurs maintenant, de Bah, contrats de aussi. temps, c'est De les contrats. utilisateurs qui veulent pas forcément acheter, du Intel aussi. Il y a beaucoup Non, d'utilisateurs qui d'AMD. connaissent pas Ils veulent, grand-chose qui veulent pas acheter d'AMD du coup. et ils veulent pas acheter d'AMD. Pardon, j'ai dit l'inverse. Ouais. Ils veulent pas acheter d'AMD parce que pour eux, AMD, c'est une sous-marque ou même ça n'existe pas. Il faut AMD, ils sont là en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi du Intel». Parce que ça fait 20 ans qu'on voit partout la pub, avec tu sais, la petite musique là, Ouais. Intel La Inside, fameuse. Intel Core, enfin voilà, on le voit partout à la télé, on le voit partout dans les magasins. Il y a toujours le sticker, tu sais, le sticker Ouais. immonde, géant là, en bas à droite de ton ordi. Non mais vraiment, c'est moche, mais enfin voilà, et tout le monde voit Intel partout et du coup AMD, la plupart des utilisateurs, je pense quand même une très grosse majorité, hein, parce que, ceux qui s'intéressent à ce live, je pense pas que ce soit le cas parce que vous 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 intéressez un minimum à la technologie.
Mais faut vous dire que la plupart des gens en ont strictement rien à faire. Genre, ils arrivent, ils veulent acheter un PC. C'est pour ça que Apple a encore et je pense aura toujours, autant d'adeptes. C'est parce que, ils se prennent pas la tête à essayer de vous vendre des composants, ils vous vendent un produit qui marche et pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent, un produit qui marche. Ce qu'il y a dedans, ils y comprennent rien Ouais, c'est vrai. et voilà et on est toujours là-dessus. Intel, ils ont du souci à se faire parce que je pense qu'avec, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec le fait que, les surfaces commencent à être équipées en AMD, dans la tête du consommateur, ça veut dire ils vont voir le logo et ils vont se dire: «Tiens, AMD, ça a l'air pas trop mal en fait, vu que Microsoft, ils le mettent dans les surfaces», qui sont quand même Ouais. vendus 2 000 balles, hein, soit dit en passant. Ça dépend, c'est le modèle le plus haut, celui-là. Oui, non, mais je dis absolument pas que c'est cher, hein, j'ai pas regardé dans le Ouais. détail, mais je pense que ça les vaut. Il y a quand même beaucoup de recherche derrière et de développement et voilà, même si oui, c'est très cher, mais ça je pense que niveau recherche, ça les vaut et du coup, les gens mettent Ah, Discord, c'est un peu des ouais siennes, apparemment. et bien, Ouais. Discord, c'est un peu des siennes. heu, On a quelques loots de droit Discord. Bon, petit problème technique, apparemment. Ouais, il y a un gros souci. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un gros souci, on a des grosses pertes de paquets. Bon, en tout cas, Thomas est en train de dire justement, euh, Intel est en train de perdre des parts assez importantes, AMD est en train d'en gagner, donc c'est assez importante. Du coup, ça reste intéressant. Après, on peut voir quand même qu'il y a quand même des grosses baisses de prix, ce qui fait qu'il y a beaucoup de processeurs qui vont devenir peut-être intéressants. Je parle surtout, alors là, il n'y a que les i9, mais je pense que ça sera intéressant surtout de voir les i5 et i7. Et là, on va peut-être avoir des belles surprises. Là, pour l'instant, on n'a que les i9. Donc, ouais, allô? intéressant. Ah, ça y est, Ah, c'est c'est bon. revenu. Donc, ouais, c'est intéressant de voir ça. Après, c'est les prix en dollars, ici. Donc, normalement, c'est un peu moins, je crois, en euros. Mais Non, c'est au voilà. moins autant parce qu'il y a les taxes. Ah oui, il y a les taxes. Bon, bah, ça sera autant. Mais, mais enfin, bref, du coup, il faudra voir les prix des i5 et i7. S'ils baissent alors, proportionnellement, parce qu'on n'aura pas 1000 $ de moins, parce que faut pas abuser. Ça se vend pas 1000 $ un i7 normalement. Enfin, ça dépend. Si les extrêmes, ils ont des. Ouais. Ils sont. Voilà, pour moi, ils ont rien à faire sur le marché, mais. Parce que, genre, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais bon, justement, si tout baisse, ça va peut-être faire baisser. Peut-être qu'AMD va devoir réduire aussi sa marge, du coup, tout va baisser. Comme je le dis tout le temps, la concurrence, c'est très bon pour nous. Voilà, sachez-le, c'est très bien. Du coup, on parle du coup d'AMD depuis tout à l'heure, et puis on va parler des 3900X qui sont là. Voilà, alors, il y a eu une grosse montée, et du coup, il y a une grosse rupture, pénurie, et ils sont de retour. Oui, du coup, les Ryzen, 9 3900X qui sont enfin de retour, parce que, je saurais pas dire les prix exacts, Jérémy pourra plutôt vous le dire. Les prix avaient fortement Explosé. augmenté. Ils étaient quasiment à entre 900 et 1000 euros, alors qu'à ce prix-là, on peut avoir autre chose, hein, vraiment. Voilà, actuellement, ils sont vendus entre, 600 et 630 €, pas plus. Pour rappeler quand même, c'est du 3,8 GHz jusqu'à 4,6 en turbo, c'est du 12 cœurs 24 threads, il y a 70 MO de cache, donc C'est pas mal, 64 hein. en L3 et 6 en L2 si vous y connaissez un peu. Heu, toujours en 7 nanomètres, toujours, compatible C'est DDR4, une c'est la enveloppe jeune, hein, thermique c'est 3000. pardon? Oui, oui, C'est le Zen 2, oui, oui, donc la c'est troisième gêne, la troisième gêne. et une enveloppe, thermique de seulement, c'est beaucoup, mais c'est peu pour, la gamme, de 105 watts. Donc Pour ce qu'il y a en dessous du capot, c'est propre, hein, franchement. 105 watts, c'est beaucoup pour des processeurs classiques, mais ça, c'est loin d'être un processeur classique et je peux vous dire que Intel, il met du 200 watts, hein, sur de l'équivalent. Il met aussi du, 1 600 €. Parce C'est que un détail, ça. non, c'est Ça, pas un c'est détail, important, c'est vrai, franchement, c'est vrai. enfin, je vous dis pas de l'acheter, hein, si vous en avez pas besoin, mais vraiment, c'est une machine de guerre ce processeur, hein. Parce Et que encore, moi j'ai hâte de voir le 3950X qui sera en 1632.
Là, ça va envoyer là, ça va en envoyer là. Là, c'est des Threadripper un peu moins chers, hein. Et Ouais. les Threadripper, c'est ce qu'on met dans les serveurs parce que dans les serveurs, on veut des cœurs. Du coup, ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Bah, en plus, si ça intéresse, il est compatible avec l'offre AMD pour avoir Borderlands 3 et The Outer Worlds. Alors Borderlands 3, c'est un jeu excellent apparemment. Le deuxième, je le connais pas, donc je vous laisse regarder. Ah oui, et il y a 3 mois d'Xbox Game Pass aussi. Mais bon. Oui, il faut l'avoir, la Xbox. Ouais, bah moi avec le mien, j'ai eu 3 mois, mais je les ai toujours pas cramés. Je sais pas quoi en Enfin faire. voilà. Du coup, c'est assez intéressant. Voilà. Du coup, on continue chez AMD avec les Ryzen Pro 3000. Alors oui, les Ryzen Pro, je crois pas, s'il y en avait, je crois en 2000. Enfin bref, il y a les Ryzen Pro pour 3000 et du coup, bah, c'est dédié aux pros, bien qu'en vrai, ils peuvent être tout à fait intéressants pour nous. Alors la différence principale qu'ils ont avec les Ryzen 3000 tout court, c'est qu'ils sont cryptés. C'est-à-dire que tout ce qui est traitement de la RAM, tout ce qui est... Enfin, tout est sécurisé, tout est crypté. Chiffré plutôt. Tout est chiffré et donc les données des mémoires vives, même tout ce qui est OS, etc., il y a beaucoup plus de sécurité. Enfin, en gros, c'est vraiment pour tout ce qui est confidentialité il sert à ça. Et puis, il y a quelques specs de différence. On sait que le 3900X, dont on parlait juste avant, en version pro, il est un peu meilleur et pourtant il devrait pas être vendu plus cher. Du coup, on est en mode, ben, peut-être on prendra ça. Donc, je pense qu'il y aura quand même quelques pertes de perf, surtout sur le traitement de la mémoire, parce que le cryptage, etc., ça doit se sentir. Bien que je pense qu'il y a un truc dédié dedans qu'il n'y a pas sur la génération classique. Mais ouais, après, c'est intéressant. Personnellement, je trouve ça intéressant que les Ryzen Pro existent. Et c'est encore pour mettre du plomb dans l'aile d'Intel, ça. Je suis même pas sûr qu'Intel ait des versions adaptées à ce genre de choses. Mais... Je saurais même plus te dire maintenant les gammes, tu peux même plus les mettre en face. Ouais. J'ai envie de te dire que normalement le Ryzen 7 en face de lui, tu mets un i7, mais dans les faits, dans la réalité, tu mets un gros i9 devant un Ryzen 7 et du coup devant un Ryzen 9, tu mets quoi? Bah, au final, tu mets rien en fait. Non mais voilà, AMD est tellement passé devant, on cessera de le répéter, hein, mais on non, on cessera pas de le répéter. Je veux bien on ne cessera pas du coup de le répéter, mais AMD, il est largement devant Intel et Intel si un jour arrive à revenir dans le game, si je puis dire, heu, ce sera au moins dans 3 ou 4 ans, hein. Ouais, il faut le temps qu'ils développent les nouvelles technologies de gravure, hein, parce qu'ils sont un peu en retard. Ils sont méga en retard, ils sont tellement en retard que peut-être dans 3 4 ans, ils seront plus là. Ouais, du coup, à suivre, comme d'habitude. Mais intéressant, c'est Ryzen Pro en tout cas, à voir ce que ça donnera quand ils sortiront. Je crois qu'il n'y a pas qu'il y a de date, mais voilà, intéressant. Ensuite, TSMC. On parle un peu de gravure, mais cette fois on va plus parler, vous savez, de l'affaire Global Foundries qui attaque TSMC. Bah, TSMC contre-attaque, et ben eux aussi portent plainte pour la violation de 25 brevets. Bon, Et c'est c'est là que GlobalFoundries pleure. parce que tout simplement, TSMC met la pression tout simplement en faisant ça. Oui, c'est juste, ils s'en fichent de gagner le procès. Ils en ont juste marre qu'on leur fasse perdre du temps pour rien d'ailleurs, parce que, il y a de fortes chances que ça ne mène à rien, l'attaque de GlobalFoundries sur TSMC. Ouais. Et en plus de ça, TSMC a porté plainte, enfin a engagé les poursuites non seulement aux États-Unis, mais en plus en Allemagne et à Singapour. Voilà, comme ça on est sûr et certain que les poursuites soient engagées. Bah, Voilà. c'est à Singapour qu'ils ont leur brevet aussi, par Ouais, mais exemple. du coup ça fait une bonne pression, quoi. Du coup, c'est pas mal. Genre, y a pas trop de soucis. Donc, Singapour qui est la ville mondiale des brevets, hein. Faut savoir que c'est là où il y a le plus de brevets. Il y en a genre 3 ou 4 fois plus que, aux États-Unis ou en France. Du coup, voilà, ils sont pas là pour rigoler. Je pense que, l'affaire, va évoluer un peu plus vite que ce qu'on pensait. bah, en fait, Quand je dis un peu plus vite, c'est que ça ne prendra pas, 10 ans, quoi. ouais. Un truc qui existe, c'est qu'ils vont peut-être essayer de trouver un accord pour tous les deux enlever leur poursuite, histoire que ça se calme, quoi. Bah, c'est le but de C'était le cette but, ouais. plainte, de TSMC, je pense, hein. Ouais, ouais, C'est oui, non, mais clairement, c'est clairement le but, hein, oui, oui. Et d'ailleurs, bon,
Petite fun fact, 25 brevets par TSMC, bon, c'est pas grand-chose par rapport aux 37 000 qu'ils possèdent. Ils en ont tellement. Du coup, voilà, mais bon, Ils en ont vraiment 37 000, c'est un vrai chiffre? Ouais, ouais, un portfolio Ok. d'environ 37 000, environ. Ouais, bah voilà, hein. Franchement, Du coup, ça fait plus ouais. un brevet par jour, hein, depuis leur existence. Ça fait des dizaines de brevets par jour. Ils sont déter, hein. Donc, ouais. Voilà, c'était l'information. Donc, l'affaire continue, mais du coup, comme décrit, le troll trollé. C'est un peu ça. C'est assez drôle. Ensuite, on passe à toute autre chose après la gravure. Enfin, on reste dans le hardware avec Nvidia et le RTX. Et Thomas va nous dire un peu le bilan pour les jeux et surtout pour les joueurs que tout simplement cette technologie a. Voilà, donc depuis le dernier E3, Nvidia remet régulièrement en avant quand même les jeux compatibles avec RTX. Après un an, parce que ça fait seulement un an que les cartes Ouais, ça fait RTX sont qu'un an, ouais, sorties c'est vrai. et on a déjà des RTX super. Euh, oui, donc après seulement un an, on va voir si ça a un peu évolué. Alors, je vais pas, on va pas faire de suspense, on va tout de suite répondre à la question. Est-ce que le bilan pour les jeux et pour les joueurs du coup est positif? Ah oui et non en fait. Et c'est difficile d'y Niveau, répondre, non? en fait, pour nous les simples joueurs, quand on nous vend du RTX, on nous vend du ray tracing. C'est les calculs dynamiques de la lumière, ce qui permet d'avoir, des effets de lumière beaucoup plus évolués, beaucoup plus stylés, sans avoir besoin d'un PC 50 fois plus puissant. Attends, je commence à perdre un peu ma voix. Ouais. Ah, ça va mieux. Hem, du coup, oui, sans avoir besoin d'avoir un PC beaucoup plus puissant et bah, ce ray tracing, en réalité, on l'a pas dans beaucoup de jeux. Globalement, on a surtout, Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Control Quake 2 et Assetto Corsa Competizione, qui est un jeu de course. Voilà, donc c'est les principaux titres, compatibles ray tracing. Globalement, on devrait avoir, après Atomic Earth, Dying Light 2, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Watch Dogs Legion et VLM Bloodlines 2 ou même le prochain Call of Duty. Tout ça sont des jeux qui sont pas encore sortis. Donc Ouais. le bilan après un an, c'est qu'on a 6 jeux qui sont réellement compatibles ray tracing. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy, de ce chiffre? Honnêtement. Honnêtement, c'est peu. Mais c'est explicable dans le sens où c'est tout frais, genre ça a un an, et on code pas un jeu à un an. Du coup, oui, je pense que les On code pas un moteurs, jeu en un an. les temps que les moteurs et tout que se fassent, etc., ça va arriver, je pense. Genre, il faut le temps que ça se fasse, en fait. Et comme on l'avait, comme je le pensais, ce genre de nouvelle technologie, c'est pas intéressant au début, mais c'est très intéressant par la suite. Donc, faut attendre. Voilà, là on l'a vu, il y a une liste de jeux qui doivent sortir, genre Cyberpunk, genre de choses. Même Minecraft sous la Windows 10 édition, sur la Bedrock. Enfin bref. Mais du coup, ouais, ça va progressivement se démocratiser. Et je pense que ça m'étonne pas qu'il y en ait aussi peu en fait. Il y a beaucoup de jeux qui ont été annoncés avec, qui sont pas sortis. Mais. Après, on va commencer tout de suite à remettre, en balance, la chose. J'ai parlé du ray tracing. Il faut savoir que le ray tracing, c'est ce que on nous vend à nous, joueurs, mais c'est pas du tout les seules nouveautés des cartes RTX. Il y a aussi 2 technologies, le DLSS et le VRS, qui eux, on n'a pas les chiffres exacts, par exemple pour le VRS, mais sont déjà beaucoup plus largement adoptés, hein. On est à plus d'une vingtaine de jeux, contrairement aux 6 jeux ray tracing. C'est plus simple à implémenter, sans doute. Donc, c'est pas que ça, c'est qu'il y a un avantage. Il n'y a pas besoin de, oui, il n'y a pas besoin de refaire totalement tout le fonctionnement de la lumière du jeu. Ouais, voilà, c'est pour ça. Euh, Rapidement, le DLSS, Deep Learning Super Sampling, et le VRS, Variable Rate Shading, eux, il y a une raison pour lesquelles, ils sont beaucoup plus adoptés.
Le DLSS, c'est, des cœurs Tensor, donc c'est plus des CUDA-core qui, sont des calculs des cores classiques de GPU. C'est des Tensor Core et en gros, ils sont là pour, largement améliorer la qualité de l'image. Sur les supercalculateurs de NVIDIA, les images, elles sont calculées dans plein de tailles pour s'adapter à tous les écrans possibles et le rôle de ces Tensor Core, ça va être de choisir et d'afficher une de ces images qui a été optimisée par les serveurs de NVIDIA. Donc ça va nous afficher, de meilleures images, en fait. Globalement, parce elles sont pas calculées en temps réel, elles sont déjà, précalculées si j'ai envie de dire et il y a ces petits cœurs, ils sont spécialisés dans, l'affichage, dans le décodage dans la récupération aussi de ces petites images qui sont déjà optimisées. Donc ça accélère encore un peu, ça peut permettre une hausse du framerate et surtout une hausse de la qualité de l'image. Parce que quand tu as un écran bizarre mais qui reste quand même, une norme, même si c'est pas une norme largement adoptée, ton image sera quand même beaucoup mieux que si vraiment tu faisais n'importe quoi. Que si, le jeu le faisait n'importe quoi. Heu, Ensuite le VRS, parce que j'ai un peu trop développé le DLSS parce que c'est un peu compliqué. Le VRS, c'est un système qui permet un taux de rafraîchissement variable. Mais encore une fois, c'est pas géré par les CUDA-core classiques, c'est géré différemment et ça permet globalement, une hausse des FPS. Donc ça promet d'avoir de super FPS. Ouais. Voilà. Après, pour finir, RTX de toute façon c'est le futur, voilà. Tout ça, ça n'a qu'un an. Il faut que les développeurs ils s'y mettent. Après je pense que ça a du potentiel parce que, je sais pas si je sais que Jérémy vous a lancé le trailer de Minecraft RTX. Ça peut changer un jeu comme vous l'avez vu et tu l'as fini ou pas? Il est De encore quoi? en Non, cours? non, il est encore, ouais. Parce que le trailer, je peux vous dire que, il fait baver, hein. Ah ouais, clairement. Bah, c'est pour ça, personnellement, je compte m'acheter une 2060. Et alors, je sais pas si ça arrivera à tourner parfaitement, parce que la 2060, en vrai, faut pas la prendre pour le RTX à la base, je pense, parce qu'elle a de quoi le faire, mais genre, faut pas vouloir jouer au-dessus de la 1080p, c'est impossible. Et en 1080p, c'est vraiment, faut le jeu, quoi. Faut que le jeu tourne Oui, bien. mais c'est un souci de performance de la partie, normale de la carte. Le ray tracing, c'est vu qu'il est calculé totalement à part, tu as le même ray tracing que sur une 2070 ou une 2080 presque. Ouais. C'est Bon. le reste des calculs qui vont limiter du coup le ray tracing. Ouais. Mais, ouais, voilà, globalement, vous pouvez voir, les calculs de lumière, le plus impressionnant, c'est avec la lave. Oh non, mais c'est magnifique. C'est pas encore au point, par contre, mais c'est magnifique. C'est en C'est cours, hein. pas encore au point, C'est pas, mais ça sort l'année prochaine, je crois. ouais et au final, l'année prochaine, ça peut être en début d'année, hein. Ouais. Donc voilà. On verra bien, mais franchement, c'est du très, très lourd qui arrive. Ouais. Du coup, en vrai, surtout que actuellement, les deux. Alors, je fais une petite parenthèse en plus. Si vous comptez changer de carte graphique dans les mois à venir, même, je pense que ça peut être un bon moment. Il faut le faire avant la fin de l'année, je pense. Pourquoi? Alors déjà, il y a le Black Friday qui arrive et qui va certainement faire vider les stocks des anciennes générations des RTX. Parce que les 2000 non super, donc 2060, 2070, 2080, ne sont plus en production. Donc maintenant, c'est des fonds de stock qui restent. Donc il y a beaucoup de marques, beaucoup de sites, il y a plein de choses qui sont en train de les liquider. Forcément, c'est plus facile quand c'est en promotion. Donc actuellement, vous pouvez d'ailleurs, en ce moment, il y a une promotion sur une RTX 2060 pour, pour 300 euros, ce qui est assez intéressant de chez Gigabyte. Donc voilà, si ça vous intéresse. Mais il y a un truc, c'est qu'en plus, je pense que ça va devenir de plus en plus abordable, étant donné que ça commence à une technologie qui va progressivement rentrer dans les mœurs, qui va avoir plus de modèles possibles, alors même si Nvidia domine encore, mais voilà, il y a plein de choses qui font que je pense que ça peut encore
Ça peut encore être très intéressant actuellement. Et surtout, si vous achetez pour maintenant, faut pas l'acheter pour jouer tout de suite, mais pour le futur, ça peut être cool. Voilà. Oui, voilà, d'ici 1 ou 2 ans, ça commencera à devenir un peu plus une norme et tous les gros jeux, seront compatibles. Si vous êtes déjà sur une 1000, sur la génération 1000, je pense pas que ça soit encore trop nécessaire d'upgrade. Je pense que vous Bah, attendiez. attendez encore 1 ou 2 ans, hein. Ouais, mais si vous êtes comme moi, vous êtes sur une vieille carte, très vieille carte, ça peut valoir la peine. Voilà. Honnêtement, si vous êtes chez Nvidia, si vous êtes en génération 9, la question peut se poser de changer là. Ouais, ouais. Parce que Surtout si vous avez des prix. même si ça paraît, pas si éloigné, la génération 9, elle a quand même 3 ans, Plus, hein. heu, peut-être même plus, ouais. 3 ans pour moi, c'est déjà les 1000. Je suis pas Tu vois. sûr, ce sera à vérifier. Mais, il a les là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Si vous avez une 900, c'est pas la peine de partir sur une, 1600 quelque chose. Faut partir sur du RTX par contre. Mais, là, c'est le ça peut être le moment de penser à upgrade. Après, Ouais. tu sais, je précise les 900, mais il y a encore pas mal de gens qui sont à 700, hein. Je peux dire que les triple A, ils commencent à galérer à tourner. Ouais, alors la 900 est sortie en 2014. Ah ouais, quand même. Ça a 5 ans. Le 19 septembre. Ouais, La, quand même. la 10e est sortie en 2016, un an après. Euh, OK. Et bah, après, vous connaissez, hein, en vrai, la 10e a duré un petit moment, plus que normalement. Mais voilà. Donc Bah, la ouais, 900 avait déjà duré, hein. ouais, bah apparemment non, qu'un an. Bah, c'est pas l'impression que ça me donne. Bon, enfin bref, on va peut-être, Ouais, on passait à autre chose, hein, voilà. Mais bon, voilà. Les RTX, si, juste vite fait, si vous comptez en acheter une, c'est pas pour jouer maintenant, c'est pour plus tard. Voilà. Et ça dépend de vos besoins. On continue du coup dans l'hardware avec tout simplement TSMC qui nous parle de chipset en 3D et qui parle globalement de ce qu'il envisage pour le futur. Alors, les chipsets en 3D, enfin les chiplets, pardon, c'est même pas des chipsets, c'est chiplets en 3D. En gros, ça serait un empilement de morceaux de processeurs en gros. Et du coup, bah ça a fait un peu. Je crois qu'il y en a pas encore qui sont sortis de comme ça. Et donc c'est un prototype pour l'instant, mais c'est en gros ce qu'ils envisagent pour le futur. Et ils envisagent d'autres choses. Par exemple, d'augmenter le débit entre ce qui permet de relier les différents, comment on appelle ça, les différents die, de monter à 1,6 terabits par seconde par millimètre carré. C'est pas mal. Et bon, voilà. Globalement, c'est intéressant dans le sens où les chiplets en 3D, c'est probablement ce qui va succéder à ce qu'on connaît actuellement, je pense. bah, on sait que, ils travaillent sur du 5 nanomètres, mais on sait qu'ils iront pas plus loin que du 7 nanomètres sur les technologies actuelles et le temps que des nouvelles technos arrivent, il va falloir, trouver des alternatives pour continuer à augmenter les performances, hein. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est plus pour ça qu'ils font un truc comme ça. Et c'est donc les ambitions de TSMC qui parlent là-dedans. Donc, ouais. Alors, les chiplets en 3D, ça sera surtout appliqué à tout ce qui est. Comment on appelle ça? La téléphonie, entre autres. Tout ce qui est antenne, etc. Et puis un peu les GPU, mais très peu de CPU. Même les GPU, en fait, c'est un peu compliqué. Mais le gros informatique, les trucs assez gros, ça peut être intéressant. Tout ce qui est communication, etc. Donc à suivre, Voilà. tout simplement. Ensuite, Du on va coup, parler d'une nouvelle norme qui est l'HTTP 3, l'HTTP3, un nouveau protocole. un nouveau protocole. Il faut savoir que d'ailleurs l'HTTP2 qui est toujours pas suffisamment adopté, par Pourtant, il ailleurs. commence à se faire vieux. Alors, l'HTTP3, en fait, il serait basé sur le protocole QUIC développé par Google en 2015. Du coup, ça commence à dater. Et faut savoir que HTTP, c'est ce qui se passe quand vous accédez à internet, à un site web.
il y a forcément une liaison qui est HTTP. HTTP, c'est la base du web tel qu'on le connaît, pour la communication entre les serveurs et jusque dans vos navigateurs, dans vos ordinateurs. Heu, Globalement, ce qui est en train de se passer, c'est que, HTTP3 va décoller parce qu'il va être, nativement géré par Cloudflare et Chrome et Firefox. Sachant que, Chrome et Firefox aujourd'hui, c'est les 2 seuls moteurs qui existent. Si vous avez un navigateur, par exemple Opera, il faut savoir que c'est le moteur de Chrome qui fait tourner Opera. Chromium, du coup. Je crois qu'il s'appelle Oui, comme la ça, le version moteur. open source. Ouais. Mais voilà. Donc il faut savoir que ça va être, très rapidement, adopté côté client, on dit, même si Cloudflare, il travaille plutôt côté serveur. Maintenant, il va falloir que en fait, toutes les applications et tous les sites internet s'adaptent et proposent le, standard HTTP3. Faut savoir que la norme n'est pas finalisée, d'accord? Mais sachant que, ça a été décidé fin 2018 qu'on allait s'appuyer sur Quick, donc qui est le protocole développé par Google, heu, ben, on peut commencer déjà à l'implémenter. Parce que bien sûr, pour l'instant, c'est qu'en bêta. Je dis ça arrive, c'est sur Firefox et Chrome, mais c'est en bêta. C'est Du sur coup, on va Chrome encore Canary, par exemple. C'est la version bêta de Chrome. voilà. C'est accessible, avec une petite commande, enable-quick et --quick-version égale h3-23. C'est une petite commande, pour l'activer dans Chrome Canary. Mais voilà, il faut savoir que ça utilisera plus, tout ce qui est TLS, du coup, TCP, et ça va faire beaucoup moins de requêtes. Si, Jérém, tu peux montrer un peu le Ouais, ouais, schéma, je c'est sais ce pas que je si montre, tu ouais, c'est ce que je suis en train de montrer. Ouais. donc voilà, globalement, vous voyez à gauche, c'est, HTTP 1, HTTP 2, qui il y a énormément de requêtes parce qu'on demande au serveur de créer une connexion. Le serveur nous dit: «OK, la connexion», on va sécuriser la connexion. Hop, le client, continue de parler, il demande ce qu'il il dit, heu, il se présente, voilà. Donc le navigateur va donner toutes les informations qui peuvent être utiles au serveur. Le serveur se présente, ça Le lui aussi. serveur fait la même chose. Heu, le client dit: «OK, j'ai reçu, fin des présentations», fait sa requête et le serveur répond. Seulement maintenant. Donc il y a quand Ouais. même, Fait beaucoup de requêtes, 3 quoi. é Hein. bah, il y a 3 étapes qui sont globalement extrêmement inutiles. Via Quick, HTTP3, tout se fait en même temps, en fait. À part la requête de ce qu'on nous a demandé, par exemple la page internet, qui se fait en dernier, c'est le HTTP request et response. Ça va pas changer, ça. Heu, Toute l'initialisation de la communication entre le client et le serveur, ça se fait en même temps, en une fois. Le client envoie tout en même temps au serveur. Le serveur, il renvoie tout ce que le client peut avoir besoin. Le client dit: «OK, c'est bon», demande ce qu'il voulait demander et le serveur répond. Hop, fin. Faut savoir que Quick actuellement, c'est déjà géré par 3 des sites internet. Hem, Ça peut paraître pas beaucoup. Sur l'article qu'on vous présente, les journalistes pensent que c'est pas beaucoup. J'ai envie de vous dire, c'est énorme. Pour Oui, un surtout qu'il est pas démocratisé pour encore. pour un protocole qui n'est pas démocratisé, qui n'est pas standardisé, enfin Quick est standardisé, mais il fait pas partie de HTTP3. Se dire: «Pourquoi on utiliserait Quick? Ça sert à rien, personne l'utilise». Il y a quand même déjà 3 des sites qui le gèrent. J'ai envie de vous dire, ça promet. Il faut savoir que HTTP 2 est encore très peu utilisé parce que c'est vrai que par rapport à HTTP 1, il y a pas grand chose de nouveau. Enfin, il y a beaucoup de choses de nouveau, mais on n'en a pas forcément besoin et ça accélère pas les choses. HTTP3, ça accélère tellement les choses que ça va moins surcharger les serveurs. Du coup, il faut savoir que pour ceux qui conçoivent, toutes les applications web, avoir un serveur moins surchargé, c'est très intéressant.
Du coup, là, il y aura un réel avantage à passer sur HTTP 3. Voilà, donc c'est un peu technique, ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est une petite révolution qui se prépare, même si ça fait un moment que ça dure. D'ici, allez, j'espère 2 ans, ça sera, beaucoup plus largement adopté. T'as un petit Bah, commentaire à j'espère. faire, Jérémy? Bah, j'espère aussi, parce que on sait tous qu'Internet, bah, c'est indispensable aujourd'hui, que ça commence aussi à se saturer progressivement. Et du coup, bah, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. Et simplifier les échanges, je pense que ça devient indispensable dans le sens où aujourd'hui on est entouré d'objets connectés. Et que du coup, en plus de ça, je veux dire, on en a de plus en plus des choses connectées, donc il faut qu'on simplifie, c'est important. Voilà, donc en plus, internet qui serait moins enfin, comment dire? Moins utilisé en fait. Ouais, moins C'est pas utilisé, le meilleur terme parce que, moins saturé. Il tout serait le monde juste ne moins comprendra saturé. pas, voilà. Il y aurait moins, il y aurait moins de À regards. nombre d'utilisateurs égal, il y aura 2 à 3 fois moins de choses enfin pas de choses, mais, de requêtes inutiles qui vont tourner. Tout à fait, Donc, tout à fait. globalement une accélération d'internet et une petite diminution de la consommation d'énergie d'internet parce que ça, peu de gens, le prennent en compte souvent. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, bah, c'est fini un peu avec le hardware, même si HTTP 3 c'était pas vraiment hardware. On On va prend ça après, ouais. parler du petit one more thing d'aujourd'hui, qui est Altstore. Alors Altstore, c'est un équivalent de l'App Store ou du Play Store sur iOS, mais alternatif. Alors ça existe déjà sur Google, enfin sur Android parce qu'Android est relativement ouvert, mais il faut savoir que c'est pas le cas d'iOS. iOS est beaucoup moins ouvert. Apple, je pense que là, ils sont pas très, très contents que ce petit développeur ait créé Altstore et je vais tout de suite vous expliquer, un peu plus en détail. Alors, il faut savoir que le californien, parce qu'il est californien, qui a développé ça, est déjà très connu pour ceux qui ont déjà jailbreaké leur iPhone ou, bidouillent un peu, leurs appareils iOS, parce qu'il avait créé, GBA for iOS. Alors GBA for iOS, c'est juste l'un des émulateurs les plus connus au monde. Il pouvait émuler, une quantité incroyable de jeux sur, iOS. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir jouer à Pokémon sur son iPhone. Parce qu'on, sur Android, c'est facile, mais sur, iPhone, c'est compliqué et globalement, vu que c'était de plus en plus compliqué pour lui de faire installer et de partager ses logiciels, parce que bien sûr, ça n'arrivera ja ce qu'il développe, ça n'arrivera jamais sur l'App Store parce que ça répond pas aux règles, de l'App Store. Bah, il développe son petit store alternatif. Globalement, ça utilise un système qui permet à n'importe qui de créer et d'installer une application sur son iPhone. Donc mais là, la prouesse, on va dire, qu'il a réalisée, c'est que tout ça, ça se fait sans Xcode. D'habitude, Xcode, c'est obligatoire. Xcode, c'est, l'environnement de développement, Apple. Là, il passe directement par, un logiciel qu'il a conçu, donc que vous pouvez installer sur macOS ou sur Windows en bêta, qui globalement va s'occuper de tout faire à votre place, installer le truc sur votre iPhone et hop, vous avez Altstore sur votre iPhone. J'ai pas encore testé, je vous ferai peut-être un retour la semaine prochaine, mais voilà. Donc, Altstore, faut savoir que quand on fait ça, la durée de vie de l'application est limitée. C'est seulement quelques jours d'utilisation de l'application. Après, elle va se bloquer. Bah, via le logiciel que vous installez sur votre Mac ou sur votre PC Windows, ça va, automatiquement mettre à jour, dès qu'il peut, l'application. Ce qui fait que vous ne serez jamais embêté normalement et du coup via Altstore, aujourd'hui, l'application la plus mise en avant, parce qu'il y en a pas beaucoup forcément, c'est Delta et Delta, bah, c'est un émulateur créé par, ce même petit californien. Donc voilà, c'est sa nouvelle, application, on va dire, qui va avec, Altstore. Altserve, c'est la partie sur votre PC. Hem
Donc voilà, déjà je suis perdu dans ce que je dis là. Un petit émulateur, voilà. Qui, si je dis pas de bêtises, Delta, ça va lancer les jeux NES pour l'instant. C'est Mais affaire à suivre, hein, comme beaucoup de choses au final quand on a ce genre de news en fait. ouais, mais ce Bravo, bravo. développeur-là, je peux te dire, ça fait quelques années que je le connais, que je le suis. Il est très, très chaud et t'inquiète qu'il va encore nous pondre un truc de ouf. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment Apple va réagir? Parce que, pour bloquer Altstore, qui est quand même accessible sans jailbreak, Il faut... je vais pas rentrer dans les détails, mais Apple va devoir supprimer plein de fonctionnalités que les développeurs utilisent beaucoup et si Apple fait ça, les développeurs, ils vont pas être contents et si les développeurs, ils sont pas contents, il va y avoir moins de nouvelles applications sur iPhone et s'il y a moins de C'est en d'applications sur cascade au iPhone, final, hein. c'est en cascade. Apple va perdre ses parts de marché. Du coup, est-ce qu'ils vont trouver un moyen de contrer Alstore ou pas? Est-ce qu'ils vont contrer Alstore ou pas? C'est une affaire à suivre. La réponse, dans quelques temps, quand ils essaieront de contrer. Ah bah, ça va se compter, en mois, peut-être en années. Ouais, on verra bien. En Ça sera attendant, la personnellement, surprise. je vais aller m'empresser de tester Alstore et de tester ce petit émulateur parce que j'ai bien envie de pouvoir jouer sur mon téléphone à des petits jeux rétro. Et là, tout Eh le monde va bien, me dire: «Mais achète un Android». eh ben, pas forcément, et tu nous en diras des nouvelles. Ouais, dès que je peux. Eh bien, on va arrêter le live là. Merci de l'avoir Après suivi. 1h35. Ouais, merci de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, c'était un peu long, mais voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous avez tout en description si vous voulez regarder Thomas ce qu'il fait. Même s'il n'y a pas grand chose pour l'instant sur son site, mais soon. J'espère. Et puis Je travaille. on se retrouve très vite pour la semaine prochaine pour le prochain numéro. Sur ce, tchuss! Voilà. Allez, salut!